Bonjour et bienvenue sur Éducation et mécontentement. Je suis Lolo la maîtrise, enseignante d'université de formation et j'adore partager mon avis sur des concepts concrets de la vie quotidienne qui ne sont pourtant pas enseignés à l'école. J'espère que vous trouverez ici des astuces pour aller de l'avant et débloquer des zones d'ombre qui vous freinent et que vous aviez peut-être omises. Merci d'être avec moi aujourd'hui et très bonne écoute. Bonjour, ceci est le premier épisode de mon podcast que j'ai intitulé La maîtrise de l'amour. Alors ce titre, il est inspiré du livre de Don Miguel Ruiz, un auteur d'origine mexicaine, originaire de la tribu des Toltecs, et dont le livre s'intitule par le même nom, La maîtrise de l'amour. Alors en fait, pour expliquer ce qu'on entend par Toltec en fait, parce que les Toltecs c'est une tribu d'origine mexicaine et c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui sont connus pour être des spécialistes de la connaissance spirituelle. Et heureusement que cette connaissance est transmise au fil des années, parce que l'auteur Don Miguel Ruiz est un Toltec aussi et il a reçu cette connaissance. Et la connaissance, en fait, elle est transmise par des maîtres apprenants qu'on appelle les Naguals. Alors, Don Miguel Ruiz a cette connaissance et il a été instruit pour nous instruire. Alors donc, on a une citation directement de son livre. Alors, Don Miguel Ruiz dit, « La vie n'est qu'un rêve, et si nous sommes des artistes, nous pouvons créer notre vie avec amour. Et notre rêve devient un chef-d'œuvre artistique. » Alors, Don Miguel Ruiz dit, « La vie n'est qu'un rêve, et si nous sommes des artistes, nous pouvons créer notre vie avec amour. Et notre rêve devient un chef-d'œuvre artistique. » Alors donc, déjà, pourquoi est-ce que nous parlons de l'amour, de la maîtrise de l'amour? Pourquoi l'amour dans ce que nous décidons de faire? Je vais donc à ce moment explorer le sujet et donner les raisons du choix de ce titre en particulier pour cet épisode. Alors déjà, nous devons constater que l'essence de notre univers, c'est l'amour et l'expansion. Donc l'essence de notre univers, c'est l'amour et l'expansion, et je vais donner là quelques exemples. Alors lorsque nous voulons manger des aliments frais, que ce soit des fruits et des légumes, nous devons planter une graine. Donc pour pouvoir manger des aliments frais, fruits et légumes, nous devons planter une graine. Et ce n'est qu'après un processus de croissance et de maturation que la graine peut nous donner des fruits. D'accord. Alors, déjà, la graine, elle-même, elle passe par plusieurs étapes pour pouvoir effectuer ces transformations. Donc, elle ne passe pas de l'étape de graine à fruit automatiquement. Elle doit d'abord grandir et puis devenir... Donc, la graine, elle doit d'abord grandir et devenir un arbre. Et donc, ce processus de croissance n'est pas sans obstacle et sans intempéries. Alors, la graine, elle doit d'abord absorber suffisamment d'eau et d'oxygène pour pouvoir grandir et afin que la future racine de la plante ne puisse s'en échapper et puis se fixer dans le sol. Donc, en fait, la graine doit, grâce à son eau et son oxygène, pouvoir fixer ses racines profondément dans le sol. Et donc, après, elle doit aussi... une fois donc ces racines-là qui sont déjà présentes, elle a besoin aussi d'absorber de l'eau et des sels minéraux. Donc afin qu'une tige puisse émerger et puis une autre tige, ainsi de suite jusqu'à ce que nous obtiendrons des plantes et bien sûr après des plantes, des fruits. Donc ça passe par l'absorption d'eau et de sels minéraux, qui fait que le processus de croissance de la graine à la plante
ne se fait pas automatiquement et la graine, en fait, elle a besoin de faire un effort d'expansion et de croissance. Alors ça, c'est le cas pour une graine afin d'obtenir un arbre fruitier, mais nous prenons aussi, par exemple, le cas de la métamorphose d'une chenille en papillon. Alors nous supposons qu'au départ, on a une chenille. Alors la chenille doit grandir et puis devenir un papillon. Alors pour cela, quelles sont les étapes? Alors celle-ci se prépare déjà en ayant une alimentation riche et puis en faisant des réserves. Donc en fait, la chenille, elle va d'abord se transformer, elle va d'abord devenir une chrysalide. Et ses organes doivent évoluer. Donc on doit avoir les yeux, on doit avoir le cœur, on doit avoir les antennes. Et étant donné que les conditions extérieures soient respectées, c'est-à-dire la bonne quantité de vent, la bonne quantité d'eau et de soleil, alors cette chrysalide va maturer, ainsi que ses organes, et puis à un moment, le papillon sortira de son enveloppe et attendra que ses membres soient solides et puis secs afin de pouvoir prendre son envol, parce que lorsqu'elle sort, elle n'est pas complètement solide, elle n'est pas complètement prête. Donc elle doit attendre d'abord que ses membres soient assez solides et après elle peut s'envoler et puis continuer son processus de maturation. Alors, certainement nous n'avons pas tous les détails et puis tout le secret de cette transformation-là, donc du passage de la chenille en papillon. Nous ne comprenons probablement pas tout ce qui se passe dans ce processus, mais nous pouvons quand même constater avec un regard externe que c'est une véritable merveille de l'univers, c'est une véritable merveille de la création. Et nous voyons à quel point, en fait, tout ce qui fait partie de l'univers a besoin, en fait, de grandir et de s'accroître. Donc, cette transformation-là est une véritable expression de l'amour profond, en fait. Et cet amour-là qui s'exprime par la liberté, par l'espace et puis par le fait de grandir. Et on peut comparer cela à plutôt une autre forme d'amour qui serait un amour qui est plus dans la possession, qui est plus dans les contraintes, qui retient, qui est plus dans la peur et puis qui retient. Donc ceci, ce serait plutôt une forme d'ego. Si on peut l'appeler une forme d'amour, mais c'est un amour égo, donc un amour égoïste, tandis que un amour égoïste, un amour qui est plus un amour qui vient plus de notre ego en fait, tandis qu'un amour profond, qu'un véritable amour serait plus dans la liberté, serait plus dans l'ouverture et puis dans le manque de contraintes, si ce n'est peut-être la protection de l'être aimé. Voilà. Et en général, on verra que le fonctionnement de l'univers passe par ce principe-là, c'est-à-dire un principe d'exprimer son amour sans condition, et le but en fait dans l'univers, c'est de pouvoir conquérir ses peurs en grandissant, en dépassant nos limites et en étant meilleur qu'auparavant. Donc de telle sorte que notre état final, en passant par le processus, soit une amélioration de notre état antécédent. Alors quand nous regardons
quand nous regardons l'histoire même du commencement, l'histoire même du commencement et du fonctionnement de l'univers, nous voyons une véritable expression d'amour profond aussi. Donc là, nous allons prendre l'exemple du commencement même de l'univers. Alors, cette quête de compréhension du fonctionnement et du commencement de l'univers, elle remonte à très longtemps. Donc celle-ci, on peut la faire remonter pratiquement à jusqu'à 400 ans avant Jésus-Christ avec des philosophes tels que Platon ou autres. Ou encore même, on peut on peut retourner en arrière jusqu'au XVIIe siècle avec les scientifiques tels que Isaac Newton. Voilà. Donc, ces personnes ont essayé vraiment de comprendre quel univers, comment ça fonctionne, etc. Et leur hypothèse de départ, donc dans leurs observations, dans leurs suppositions, leur hypothèse de départ, en fait, c'est que l'univers, c'est un ensemble qui serait infini et statique. D'accord? Donc, l'univers, c'est un ensemble qui serait infini et statique. Et celui-ci est composé d'étoiles, mais les étoiles sont en nombre fini. Donc, ensemble infini et statique, constitué d'un nombre fini d'étoiles. OK? Mais ces observations, on doit aussi les comparer avec des théories et des lois mathématiques et physiques. Par exemple, on peut y intégrer la loi de la gravitation universelle, qui est donc celle qui a été énoncée par Isaac Newton, le physicien Isaac Newton. Alors, on va la rappeler. Là, la gravitation universelle, elle dit quoi? Elle dit que tous les corps dans l'univers sont attirés les uns vers les autres par une force plus grande selon la masse et la proximité de ces corps. Donc, tous les corps dans l'univers sont attirés les uns vers les autres par une force plus grande selon la masse et la distance séparant ces corps. Ok, donc ça c'est la loi de la gravitation universelle. Alors si on l'applique à cette théorie donc d'ensemble infini et statique, on aura en fait une incohérence. On aura une incohérence parce que normalement les étoiles elles sont censées s'attirer les unes vers les autres et à un moment elles sont censées subir une chute, donc tomber les unes sur les autres vers un point central, d'accord? Donc si cette théorie-là elle est vraie, si tout est cohérent, si tout marche comme il faut, on est censé obtenir cette situation-là à partir d'un certain moment. Or ça n'arrive pas, les étoiles ne tombent pas. Donc pour pouvoir raffiner cette approche de l'univers, en fait, on doit considérer le fait que c'est un ensemble infini, d'accord, soit, mais il est probablement cet univers en train de s'agrandir ou bien de se contracter. Il ne peut pas être infini et statique, donc infini et en pleine contraction, ou alors infini en train de s'agrandir. Et en fait toujours dans ces observations de l'univers, les étoiles en fait elles sont en train de s'éloigner de nous. Donc les étoiles elles ne restent pas au même endroit. Au départ, on pense que tous les éléments qui constituaient l'univers étaient très proches les uns des autres. Au départ de la conception, au départ de la création, mais après, à un moment, ils ont commencé à s'éloigner. À un moment, ils ont commencé à s'éloigner progressivement. Et on observe grâce à du matériel approprié, les télescopes, etc., on observe que plus le temps passe, plus les étoiles, elles vont diminuer en taille et en intensité lumineuse, en fait. Donc, elles diminuent en taille et intensité lumineuse quand on les observe. Donc, ce qui nous montre que, en fait, au fur et à mesure que le temps évolue, ces étoiles, elles ne restent pas sur place.
Donc, elles sont constamment en train de se déplacer et en train de s'éloigner, mais à une vitesse qui dépasse la force de la gravité. Donc, la force de la gravité ne peut pas les empêcher de faire leur mouvement et puis de continuer de se déplacer. Alors, non seulement il y a ce mouvement-là d'étoiles, mais un autre constat qui a été fait, c'est que chacune des étoiles qui existent, en fait, elles font partie d'une galaxie. Et chaque galaxie, c'est un ensemble de plusieurs milliers d'étoiles qui gravitent autour d'un point. Et il existe des milliers de galaxies dans notre univers. Donc, au départ, ils ont pensé que peut-être la Terre serait le centre de l'univers avec tout ce qui constitue l'univers qui serait autour de la Terre et puis qui serait en mouvement autour. Mais non, après observation, on se rend compte que la Terre et les autres planètes en fait du système solaire sont elles aussi des éléments, des étoiles d'une certaine galaxie. La galaxie en question s'appelle la galaxie de Milky Way. Mais qu'en réalité, il existe plusieurs autres milliers de galaxies. Et chacune de ces galaxies constituée de plusieurs centaines de milliers d'étoiles. Donc en fait, ce fonctionnement et ce comportement de l'univers fait bien un parallèle avec la notion de l'amour, ou plutôt la notion du vrai amour et de l'amour profond. Dans cette description, en fait, elle fait bien un parallèle avec la notion de l'amour profond. Lorsque nous décrivons l'amour, en fait, suivant la philosophie grecque. Alors, donc nous revenons au principe de la philosophie grecque. Celle-ci va décrire en fait l'amour suivant 3 profils. Donc, on verra qu'il existe ce qu'on appelle l'amour-passion. On verra qu'il existe l'amour-amitié. Et puis, en dernier, l'amour profond. Alors, donc, ce qui va caractériser l'amour profond, ce qui va caractériser l'amour-passion, par exemple, donc ça c'est d'après l'auteur Anne Lorganac, ce qui va le caractériser en fait, c'est d'approcher et de considérer le partenaire, donc la personne aimée, comme un objet support de tous nos fantasmes en fait. Donc un objet qui est censé nous procurer du bonheur, un objet qui est censé nous procurer du plaisir, nous rendre responsables, de nous rendre heureux. Et cette relation-là va créer de la toxicité. Parce que une personne ne peut pas être responsable de notre bonheur et de notre épanouissement. Donc on ne peut pas imposer cela à une tierce personne, c'est surréaliste, c'est idéaliste. Par opposition, par contre, à la notion d'amour profond, alors celui-ci, il est plutôt vu comme un amour alliant le désir et la raison. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'être aimé, en fait, il est apprécié, il est effectivement aimé, mais il ne nous appartient pas. Donc, on ne lui donne pas la responsabilité de notre état, de notre joie, de notre sourire et tout ça. Mais on arrive à nous connaître, on arrive à nous connaître nous, et on arrive à connaître l'autre. Ici, il s'agit en fait de s'aimer véritablement sans être un objet l'un pour l'autre. Alors donc, l'amour profond, en fait, peut se définir comme une relation d'amour dans laquelle nous vivons libres ensemble. Et ceci, je trouve que c'est un bon parallèle par rapport au fonctionnement de l'univers parce que toutes les galaxies qui constituent donc cet ensemble cohérent qui est l'univers, elles sont chacune libres, dont chaque galaxie existe indépendamment de l'autre, mais quand même, elles constituent une unité et un ensemble les unes avec les autres.
et elles-mêmes sont constituées d'autres éléments qui gravitent les uns autour des autres ou alors les uns autour d'un point central. Donc, ceci c'est un bon parallèle parce que chaque entité existe indépendamment de l'autre, malgré que l'ensemble constitue un tout et l'ensemble constitue une unité. Donc, les étoiles, elles constituent une galaxie, d'accord, qui est une unité, et les galaxies, elles constituent l'univers aussi qui est un tout. Donc, chaque galaxie, en fait, elle existe librement, mais ensemble, tout formé reste cohérent, d'accord? Donc, l'ensemble des galaxies reste cohérent. Donc, ici, il y a une interdépendance entre chaque élément, mais il n'y a pas vraiment de dépendance nocive ou toxique les unes vis-à-vis des autres. Donc, en fait, les galaxies, elles existent ensemble librement, mais elles forment un tout. Elles forment un tout et elles forment un ensemble cohérent. Donc, ceci, c'est un super bon parallèle avec la théorie de l'amour vrai, la théorie de l'amour profond qui allie le désir d'être ensemble, mais avec une certaine forme de raison. Avec une certaine forme de raison. Donc, je pense vraiment que la compréhension de l'amour véritable qui doit exister entre les êtres, ce seraient des êtres humains qui sont nous, que nous représentons les êtres humains. Cela doit être pour que la relation d'amour, ça peut être un amour filial, ça peut être un amour romantique. Donc, pour que cette relation d'amour, en fait, soit solide et qu'elle soit durable dans le temps, il faudrait que ce soit un amour vrai, et que ce soit un amour profond, et que ce soit un amour qui respecte ces conditions-là d'accord, d'être, de s'apprécier les uns les autres et de vouloir être ensemble, mais surtout de respecter la liberté et l'espace l'un de l'autre et d'être en fait libre ensemble, donc pour pouvoir être vraiment épanoui et pour pouvoir avoir une relation un peu plus saine. Bonjour et merci à tous d'avoir écouté. Je vous prie de vous abonner pour en savoir plus et surtout de laisser vos impressions. À très très bientôt pour la prochaine écoute.